Nous sommes début des années 20. Le Charleston rythme la vie de ces années d'après-guerre. Un homme, Pierre-Georges Latécoère, n'a lui qu'une seule obsession, créer une ligne aéropostale. C'est par ces mots qu'il définit son projet fou. Très vite, celui-ci prend vie et en associant avec lui des noms devenus célèbres comme Dora, Mermoz, Guillaumet ou encore Saint-Exupéry, il donne vie à son rêve et avec ses pilotes et mécaniciens hors pair, il réussit à rallier Toulouse à Dakar, puis l'Amérique du Sud, pour ce qui restera à jamais la ligne. Aujourd'hui, les temps ont changé et c'est dans le cadre du rallye Toulouse-Saint-Louis du Sénégal, Toulouse, que les aventuriers des temps modernes se lancent sur les traces des pionniers de l'aéropostale. Créé en 1983 par le journaliste André Sabas, et selon la formule du spécialiste Bernard Chabert, c'est le véritable chemin de Compostelle des aviateurs. Long de 10 000 km, dont 5 000 de contrées désertiques, il survole tour à tour la France, l'Espagne, le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal, avec les étapes historiques de la ligne. Barcelone, Alicante, Malaga, Tanger, Casablanca, Agadir, Cap Juby, Villa Cisneros, Port-Étienne et Saint-Louis du Sénégal. Cette année, pour des raisons de sécurité et pour apporter un souffle nouveau à la compétition, l'organisation Air Aventure décide de raccourcir le trajet. Après un aller classique de Toulouse à Tarfaya, le rallye remontera par l'intérieur des terres marocaines via Zagora, Ouarzazate et Fès, avant un retour vers l'Espagne, puis Toulouse. À bord de leur Cessna 172, l'équipage des Ailes du désert, composé de Christophe Machon, un grand voyage en avion où on apprend plein de choses, Bernard Melton, le plaisir de revivre aussi, de revoler sur des sites très différents de ceux qu'on a chez nous. Claude Perruchet, et je crois que pour moi, un des moments vraiment les plus extraordinaires, ça a été mon premier atterrissage à Cap Juby. et Thierry Chepins. Après plusieurs années passées derrière l'ordinateur à monter les films, je vais participer pour la première fois à l'aventure et je pense que ça va être extraordinaire. Se lance une nouvelle fois dans l'aventure, mais également il profite de l'occasion pour apporter, avec l'aide des autres concurrents, 150 kg de fournitures scolaires pour les enfants de Tarfaya. 600 élèves. Mais tout cela est expliqué par Jean-Jacques Galli et l'équipage des Ailes du désert lors de l'interview donnée à Télé Toulouse le 29 septembre, à 2 jours du départ. Ce week-end, départ du 29e rallye Toulouse-Saint-Louis du Sénégal. Le fameux équipage toulousain Les Ailes du désert a fait le plein et espère retrouver la victoire sur un parcours cette année limité. Impression avant le décollage. Et d'abord, l'organisateur, Monsieur Galli, bonsoir. Bonsoir. De ce rallye, 29e édition, me semble-t-il, cette année. Oui. Et la difficulté, c'est aussi la situation politique des pays traversés, non? Oui, enfin cette année on s'arrête au Maroc, donc là, oui. a priori ça ne devrait pas poser de gros problèmes. La Mauritanie c'est un peu plus délicat. Oui. C'est une des raisons aussi pour lesquelles on a décidé dans le contexte actuel de se limiter au Maroc. Ouais. Alors nous sommes ici avec l'équipage dont je parlais tout à l'heure. Mais voilà, nous ce qu'on aime partager c'est l'aventure humaine dans cette aventure. Vous êtes 4 donc? Alors on est 4, 3 plus 1 en fait, hein, puisque... C'est gentil pour le plus 1. Non, c'est pas le plus 1 parce qu'il est important. Depuis 2006, c'est quelqu'un qui fait tous les montages des DVD que nous diffusons après le rallye, donc qui était dans l'ombre jusqu'à maintenant, et que justement, on a souhaité mettre plus en lumière cette année.
Alors, rappelez-nous comment vous travaillez, comment vous préparez une telle équipée. Je peux laisser parler notre commandant de bord, Bernard. Monsieur le commandant de bord. Oui, soyons modestes. Non, en fait, on est un équipage bien rodé, puisqu'effectivement, les résultats le prouvent au bout de quelques années. Donc, en fait, on a par exemple notre ingénieur sous-marin, qui est la personne qui va diriger derrière toutes les épreuves. C'est lui qui va nous orienter sur les trajectoires à suivre au niveau des épreuves, puisqu'on a beaucoup d'épreuves. C'est une compétition, d'abord, il ne faut pas l'oublier. Claude se charge surtout de la partie pilotage pour les trajets de navigation, et moi, je gère toute la technique du vol. On a des QCM, de très nombreux QCM, questions à choix multiples. Claude est le spécialiste de tout ce qui est histoire de l'aéropostale. Ah oui, pendant le trajet, on vous pose des questions. C'est un examen. Voilà. Donc il y a des QCM en effet qui concernent l'histoire de l'aéropostale, parce que notre idée c'est quand même de commémorer cette histoire. Et puis il y a des épreuves d'atterrissage de précision, donc il faut se poser le plus près possible d'une ligne. Il y a des épreuves qui jouent pour la sécurité, qui sont l'évaluation de la consommation d'un avion. C'est très important parce que la panne d'essence c'est très ennuyeux un avion. Le départ c'est le samedi 1er octobre, retour le dimanche 9. Et voilà. Si je peux me permettre, nous avions engagé, je ne sais pas si on l'avait évoqué l'année dernière, grâce à une compagnie aérienne partenaire, on avait pu faire acheminer une grosse quantité de fournitures scolaires pour une école de Saint-Louis. Et cette année, nous avons repris cette initiative, mais cette fois-ci avec la collaboration de l'ensemble des équipages du rallye. Merci beaucoup et bon voyage. Merci Grégoire d'avoir participé au comptoir de l'info qui continue demain. Salut. 29 septembre. L'avion des ailes du désert est déjà dans son hangar à l'aérodrome de Toulouse-Lasbourg. Après un an de séparation, l'équipage est enfin à nouveau réuni. Chacun retrouvant ses fonctions au sein du groupe en s'y attelant le plus vite possible. Et pour Bernard, l'ancien pilote inspecteur, la sécurité est importante. Bon, le travail de nettoyage des pare-brises est à peu près terminé. J'ai encore un petit coin à faire là-haut. C'est important pour la sécurité d'y voir clair dehors. Cet avion-là, c'est un Cessna 172 à train rentrant. Une fiabilité très importante. Il est doté d'un moteur de 180 chevaux, donc ce qui lui permet quand même d'avoir des performances assez honnêtes, puisque en vitesse de croisière, ce qu'on appelle la croisière, on est à peu près à 220 km/h en moyenne. Christophe, lui, règle les ustensiles servant pour les épreuves. Voilà. Donc les chronos pour les temps imposés ou pour la navigation, si on fait un cap chrono, on ne sait jamais. Donc un chrono, 2 chronos, 3 chronos. Là, c'est pour accrocher les photos qu'il faudra qu'on retrouve. La position des stylos qu'on peut récupérer facilement. Parce qu'en vol, c'est la panique, on cherche toujours un stylo. Un GPS, 2 GPS, 3 GPS, on va mettre là. GPS protégé pour le soleil par une boîte en plastique de fabrication maison. Et c'est cette protection qui soucie Bernard. Ça, c'est un peu trop, ça. C'est trop gros. Ouais, il faudrait presque le couper droit ici, ce côté-là. Et problème que Claude, notre spécialiste technique, mais là, va je régler démonte tout d'une main de maître. Parce que la protection que l'on avait imaginée pour le contre-jour, finalement, cache trop la vue. Donc on va essayer de faire quelque chose de plus efficace. Quant à Thierry, le nouvel équipier, il se met à la tâche immédiatement en préparant l'ordinateur qui lui servira pour le montage des films tout au long du parcours. Puis on s'attelle enfin au dernier collage des logos des partenaires. À ces préparatifs vient se greffer un nouveau souci. On vient d'apprendre par l'organisation que des problèmes de ravitaillement d'essence perturbent le départ du rallye. Ravitailler à Gérès, a priori Rabat il y aura de l'essence, on ravitaille et après on fait Rabat et Saoulira. On a ravitaillé pour faire un vol Rabat et Saoulira. En gros, c'est ça. Oui. En cause, la révolution de la Libye, qui est en grande partie, par l'intermédiaire de Oil Libya, le fournisseur du Maroc. Ensuite, Gérès, parce que là, c'est quasiment là qu'on va ravitailler, c'est une certitude. Et Gérès, on va venir en ligne droite, je pense, sur Tanger. Voilà, c'est une trajectoire un petit peu nouvelle. C'est le moment de sortir notre avion pour le diriger sur le tarmac de Lasbourg vers le parking du départ du rallye.
Là, nous retrouvons quelques partenaires qui nous livrent une partie de leurs impressions. C'est une équipe très sympa et qui gagne. C'est le plaisir que le logo de mon entreprise voyage sur un avion. Voler au-dessus de l'Afrique, ça doit être assez intense. Bon, j'aime bien l'avion, mais la 380, on est bien dedans. Tâchez de gagner encore. J'ai envie de souhaiter bonne chance aux autres plutôt. Merci. Vu qu'ils vont avoir du mal à gagner. On peut perdre le rallye sur une erreur sur une journée. Hein. Que de propos prémonitoires annoncés par Claude. Mais nous ne sommes pas encore là. Reste le dossard, dernier logo à installer, et l'avion est fin prêt pour une nouvelle aventure. Est-ce qu'il faut rajouter les chiffres? Là, c'est correct. Oui. Le produit à vivre, les éponges sont le seau va dans le seau. Les pots de chameau. Nous sommes à 24 heures du départ. Des concurrents sont déjà arrivés, d'autres viennent de se poser. C'est le cas de l'équipage ami légendaire Action Santé, arrivé de Toulon avec à son bord Jacques Lorac et Daniel Sastron. C'est avec cet équipage que Thierry, notre caméraman, suivra notre périple. La soirée arrive, et avec elle, l'heure du briefing, orchestré par le directeur des vols, Daniel Vacher, qui plante le décor du futur rallye. Donc vous le savez, en tout cas pour les anciens, il y aura un briefing tous les jours. On abordera évidemment la météo, les particularités de l'étape du jour, et on finira toujours par des points de sécurité. Hein. Alors, pour nous aider dans l'analyse de la météo, on a depuis quelques années, on fait appel à un expert, un spécialiste de la météo, c'est Denis Capdegel. Alors il nous fait la météo à distance et nous on l'analyse avec un Jean-Jacques et on vous la reproduit le matin en tenant compte bien sûr des messages qu'on a également, qu'on peut interpréter. Mais il a un rôle extrêmement important parce que, pour tout vous dire, il nous a sauvé quelques étapes dans le passé en nous faisant passer ailleurs que là où on avait prévu d'aller. Puis, en hommage aux pilotes de l'extrême, de ceux qui ont traversé l'Atlantique pour amener le courrier jusqu'à Buenos Aires, nous avons eu le droit à une superbe démonstration de tango argentin donnée par Noël Dantin et Luc Gimazan. Luc Gimazan fut l'un des pilotes à convoyer le Breguet 14 l'année dernière jusqu'à Tarfaya. Véritable icône de la ligne, il ne reste actuellement dans le monde qu'un seul Breguet 14 en situation de vol, et il est l'œuvre de l'association Breguet 14 qui depuis 1992 s'emploie à sa reconstruction à l'identique. « 1er octobre, c'est le grand jour, le tarmac de Toulouse-Lasborde s'éveille, il est 8h20. Le 29e rallye Toulouse-Saint-Louis débute avec une première étape qui doit nous emmener en Espagne, à Mouchamiel, près d'Alicante. Les gestes sont précis et rapides, ils deviendront notre rituel du matin tout au long du rallye. En attendant le briefing, nous anticipons sur la préparation de la route et les éventuelles épreuves. Donc je vous propose de faire Castellone comme ça. en direct, ensuite on prendra l'ancien corridor alpha, le Coulera, pardon, excusez-moi, l'ancien point Sierra, et là on verra si on fait l'intérieur comme on l'a déjà fait, ou si on fait le tour ici. Donc obligatoirement, la photo elle sera ici. S'il y en a une, elle sera ici. Voilà. Bon. Le Breguet 14 salue notre départ. Place maintenant au briefing et à ses recommandations. Ok, donc on va débuter le briefing de la première journée, sachant que l'objectif est de rejoindre Mouchamiel. Parlons du trajet, donc deux options, celle en passant par la côte ou celle en faisant une directe au-dessus des Pyrénées. En passant au-dessus des Pyrénées, on n'est pas loin de gagner 1 heure de vol sur le trajet côtier. Voilà, vous mettez la position de la photo sur la carte. Oui, alors faites une belle croix parce qu'après, nous, on met un transparent dessus
sur lequel on a la croix, hein, et on capte. La photo pour l'épreuve d'identification récupérée. Il est l'heure pour nous de mettre en route. Nous avons décidé de suivre les conseils du directeur des vols et de nous envoler par-dessus les Pyrénées. Nous montons au niveau 105, 10 500 pieds, environ 3000 mètres, et une fois n'est pas coutume, les conditions météo nous offrent une vision fabuleuse, un spectacle grandiose, presque irréel. Nous arrivons maintenant à la verticale du delta de l'Èbre pour un survol de la Méditerranée. Nous devons accroître notre vigilance car l'épreuve de la reconnaissance de la photo se situe légèrement plus au sud. Dans l'habitacle, chacun s'efforce de reconnaître le lieu. Nous l'avons localisé, nous pouvons continuer notre vol en direction de Mouchamiel où nous attend une épreuve de consommation. Bon allez, on dit combien? 133 ou 125? 133 et 127. 128, ouais, 128 et 133. 130. 129. 130, allez. 130, allez. Il n'y a plus qu'à attendre le résultat. Hein. Non, c'est plus d'ici. Oh, 127, 127 là. 130 litres annoncés, 127 affichés au compteur, l'écart étant de 2,3%, nous écopons de 23 points de pénalité. Et au moment où le rallye s'endort, nous sommes 4e. Il y a des jours comme ça où rien ne fonctionne comme voulu. Tout d'abord, à notre arrivée, la grille fermée de l'aéroport nous oblige à improviser un briefing peu conventionnel. Puis, Tanger et Casablanca étant toujours sans carburant, c'est un nouveau parcours qui nous attend. 2 étapes, une pas trop longue vers Rérez, une autre étape de Rérez à Rabat, et la dernière pour finir, sens nautique pour nous amener à Tite-Médine. Rapidement, chacun s'emploie à préparer sa route. On attend le matin pour tirer le trait parce que, comme des fois la route change, souvent même. Rérez est là et ça nous permet d'éviter à la fois Séville, à la fois Grenade. Ok. Et c'est à 11h que nous prenons notre envol, par-dessus les nuages, direction la Sierra Nevada. Plus tard, nous posons nos roues à Jerez, comme d'autres après nous, pour effectuer le plein des réservoirs et le dépôt des plans de vol pour la suite du trajet. C'est un VOR au sud de la route. Oui, Jean-Jacques, je t'écoute. Oui. Allô? Oui. Là, au plan de vol, là. Plan de vol. 14h05, nouveau départ avec un plafond bas dû à la brume de chaleur, ce qui limite la visibilité. Quelques minutes plus tard, nous sommes à la verticale de la limite des terres espagnoles. Nous quittons l'Europe. L'immensité bleue s'ouvre devant nous. L'Atlantique sous nos ailes frémit à notre passage. 15 minutes de traversée plus tard, apparaît Tanger, porte de l'Afrique. Nous suivons maintenant la côte. À l'époque, les pionniers, n'ayant pas d'instruments de navigation, la longeaient pour se repérer. Certains s'égarant au-dessus de l'Atlantique lorsque les entrées maritimes étaient trop importantes. 14h, nous posons notre appareil à Rabat pour un nouveau ravitaillement. Un ravitaillement qui, rappelons-le, est le point sensible de ce début de rallye. Je signale qu'il y a 8 jours, il n'y avait pas une goutte d'essence, d'après ce qu'on nous avait dit. Aujourd'hui, on a 2000 litres pour nous, c'est quand même pas mal.
Et voilà, les choses vont bien. J'espère qu'on sera à Casablanca ce soir, tous ensemble. La pompe Japy fait son office jusqu'à ce que... On devait ravitailler parce qu'il n'y a pas d'essence à Casa Tite-Melil. Et le malheur a voulu que non seulement le camion prenne quasiment 1 heure de retard parce que sa cuve était vide, et qu'au moment où il revient avec sa cuve pleine, eh bien, sa pompe à main ne fonctionne plus. Donc il y avait quand même 10 avions encore au parking. Et on a pris la sage décision pour permettre à tout le monde de rallier Casa ce soir. On n'a pas été les seuls d'ailleurs, il y a 2-3 avions qui ont fait de laisser la priorité au moment où la pompe s'est remise à marcher à ceux qui étaient trop courts en autonomie et qui puissent avoir des sens sans trop de difficultés, en tout cas parmi nous ce soir. C'est donc sans avoir pu faire le plein que nous atteignons Tite-Melil à 15h45. Mais pour nous, ce n'est pas terminé. Cette année, tous les soirs, les participants animent à tour de rôle une conférence sur les pionniers de l'aéropostale. Et ce soir, Claude, l'historien de l'équipage, nous présente Paul Vacher. Paul Vacher est donc né à la fin du 19e siècle, le 30 janvier 1897. Et alors, quand il était adolescent et qu'on lui demandait ce qu'il voulait faire plus tard, il répondait aviateur, officier de marine ou mécanicien de locomotive. Vous voyez que c'était à l'époque encore relativement éclectique. Septembre 1922, on lui demande d'aller ouvrir une ligne Casa-Oran, en liaison avec la ligne Toulouse-Casa pour assurer donc, la continuité donc, du service vers l'Algérie. Paul Vacher, donc, qui rencontre Mermoz en mars 29. En mars 29, c'est juste avant que Mermoz n'entreprenne ses premières traversées de première descente. Ce qu'on peut dire en conclusion, c'est que Maracaibo, Venezuela, Comodoro Rivadavia en Patagonie, c'était de la reconnaissance de lignes partout, même avant en Algérie. Création d'aérodromes, transport du courrier, exploitation commerciale, c'était Paul Vacher. Merci. L'étape plus courte d'aujourd'hui nous permet d'aller flâner dans les rues de Casa-la-Blanche en compagnie de 2 hommes en rouge, Gérard et Daniel. Cette visite éclair nous livre quelques facettes de la vie marocaine. « 9h45 sur le tarmac de Tite-Melil, la journée commence tranquillement. Dans le souci de l'ordre pour certains et pour d'autres, un certain souci. Mais entre eux, le mécano veille au grain. Tout va bien, à part une batterie récalcitrante, une hélice un peu abîmée, tout va bien. Hier fut une journée sans épreuve, alors aujourd'hui il faut rattraper le temps perdu et le directeur des vols, lors du briefing, donne le tempo. Un petit QCM sur l'histoire. Je rappelle pour ceux qui n'ont jamais pratiqué, QCM c'est extrêmement rapide, c'est simple. 10 questions, 10 minutes, une personne par équipage. Et ça il y aura une flèche, donc il faudra évaluer l'orientation magnétique. Comme le QCM porte sur l'histoire de l'aéronautique, c'est Claude, notre spécialiste, qui représente l'équipe. Je pense ça, j'ai un petit doute sur une question, mais je pense avoir fait un carton, c'est-à-dire 10 sur 10, c'est-à-dire 0 point de pénalité, j'espère. Une toute dernière recommandation avant le départ. Là, on va partir pour Essaouira et on va partir côté mer avec comme consigne de ne pas survoler la grande mosquée de Casa. Hein, c'est ça la grosse consigne aujourd'hui. Et c'est l'envol pour l'ancienne Mogador. Nous contournons la ville de Casablanca en empruntant le trajet maritime à proximité de la grande mosquée, voilée pour l'occasion par une légère brume. Puis nous redécouvrons le plaisir de voler à très basse altitude le long de la côte de ce que l'on peut appeler le trajet historique qu'ont emprunté les pionniers. Le survol de l'océan à une telle altitude est vraiment très excitant. Palpitation garantie que seule la participation à ce rallye peut donner. Après 2 heures de vol, nous arrivons en vue d'Essaouira. Nous nous concentrons sur notre épreuve prévue au briefing, l'orientation magnétique de la flèche disposée sur l'aire à signaux de l'aéroport. Le calcul d'angle effectué, nous posons nos roues à Mogador
où, à peine sorti de notre Cessna, le commissaire de course récupère notre résultat qui, nous le croyons, sera bon. Notre réussite aux 2 épreuves de la journée nous place ce soir en tête du classement général. Et comme le dit Catherine Dartois, l'intendante du rallye, tout se déroule, Très bien. tout est bien. Speed, mais tout va bien. C'est une journée bouleversante à plus d'un titre qui nous attend aujourd'hui au départ d'Essaouira. Bouleversante de par son arrivée, comme nous le confirme le directeur des vols Daniel Vacher. L'étape du jour aujourd'hui, c'est sur Tarfaya, l'étape mythique du rallye. Bouleversante également de par le chamboulement que l'on va subir ce soir au classement général. Mais pour l'instant, il est l'heure de décoller en respectant les règles de navigation en vigueur au Maroc. Ah oui, la particularité des vols au Maroc, c'est le respect impératif des cheminements obligatoires pour éviter les zones militaires, pour éviter le survol des palais royaux, etc. etc. Tout écart est relevé et peut entraîner de graves infractions. Nous suivons la côte parsemée de plages désertes, puis nous retrouvons nos amis des gens d'Air Action Santé pour un grandiose vol en patrouille. Nous reprenons notre route à très basse altitude, au ras des vagues. Nous sommes à 20 pieds, entre 6 et 7 mètres d'altitude. Mais vite, il nous faut reprendre de la hauteur. Nous entamons notre survol du désert en direction de Tantan, où nous attend la bouleversante épreuve du jour, la galinette. Mais qu'est-ce que la galinette? Explication par son auteur, le directeur du rallye, Jean-Jacques Galli. Et la galinette, on met 2 flèches par terre, il faut évaluer l'orientation magnétique de chacune des 2 flèches, l'angle formé par les flèches, l'orientation magnétique de la droite qui joint le milieu des 2 flèches et la distance entre le milieu des 2 flèches. Donc c'est un truc infaisable. Le règlement de l'épreuve n'autorisant qu'un seul passage à la verticale des flèches, il est impératif de bien s'organiser. L'avion doit être positionné de façon à pouvoir prendre convenablement les photos que nous dépouillons ensuite sur l'ordinateur. Entre océan et désert, la piste de Cap Juby est en vue. Moins de 1000 pilotes au monde ont eu à ce jour le privilège de poser leurs machines sur ce terrain mythique ouvert pour l'occasion sur autorisation du roi Mohamed VI. Faire partie de ces privilégiés est pour nous un véritable honneur. Aussi, l'émotion est vive quand nous roulons sur ce lieu empli d'histoire. Spontanément, les participants se regroupent autour d'un verre pour fêter l'événement. De vives discussions ont lieu à propos de l'épreuve du jour et en comparant nos résultats, nous nous rendons compte que malheureusement, une erreur de notre part va nous faire écoper d'une pénalité maximale, nous reléguant ainsi à la 4e place. La mauvaise nouvelle passablement digérée, nous protégeons l'appareil du sable. Et récupérons les colis de fournitures scolaires dans les autres avions pour les donner aux autorités locales lors de la réception du soir.
C'est les yeux face à l'océan que se lève le camp ce matin sur la plage de Tarfaya, la cité qui vit au rythme du Toulouse-Saint-Louis. Pour preuve, au milieu des dunes, cette stèle en forme de Breguet 14, plantée sur un terrain offert par la municipalité à Jean-Marie Audibert en remerciement de la remise en état annuelle de la mythique piste, immuablement recouverte de sable entre deux passages du rallye. Le départ vers la piste se fait en 4x4. Faut monter là, hein. Arrivé aux avions et toujours sous le choc de notre déception d'hier, nous vérifions le règlement, mais nous devons nous rendre à l'évidence, il s'agit bien d'une incompréhension de notre part. Angle de 2 segments. L'heure est au bilan. Bon, et ben on a perdu 180 points. Déçu mais confiant quant à nos chances de pouvoir remonter au classement général. Bon, on a 20 points du 3e, donc lui, on peut le gratter facile. On a 40 points du 2e, et c'est le premier qui s'est sauvé à 80 points. Nous nous rendons sur les vestiges des locaux de l'aéropostale. Nous sommes en 1925. Tarfaya n'émerge pas encore de derrière les dunes. Cap Juby nous accueille. Étape incontournable dès l'ouverture de la ligne Casablanca-Dakar en juin de la même année, Cap Juby abritait les locaux rudimentaires des lignes Latécoère qui se trouvaient au pied d'un fort espagnol. C'est là qu'Antoine de Saint-Exupéry a séjourné entre octobre 1927 et mars 1929 comme chef d'Aéroplace. C'est là qu'il écrivit son premier roman Courrier Sud. C'est là aussi, pense-t-on, dans ce lieu perdu entre ciel, océan et désert propice à la méditation, qu'il trouva l'inspiration pour ce bijou de littérature qu'est Le Petit Prince. Retour à la compétition avec le briefing. Le trajet préconisé, Tantan en ligne droite, et puis après Tantan Zagora direct. Et l'épreuve du jour. On a un QCM technique aéronautique en anglais. Bernard en pleine réflexion sur l'aile d'un avion, planche pour l'équipage et nous livre son sentiment. I answered, yeah, sure, 8. 8 good answers. Il est temps maintenant de quitter ce lieu magique, de laisser derrière nous Cap Juby pour que Tarfaya redevienne Tarfaya jusqu'à l'année prochaine. Dès le départ, petit radada au niveau du sol, au ras des camions. Puis nous nous enfonçons par-dessus le désert à l'intérieur du pays pour nous élever au-dessus des nuages avant l'atterrissage à Tantan. Donc on a fait effectivement sous la couche jusqu'à 30 nautiques de Tantan, et puis après on est passé au-dessus, avant les barbus à 1500 pieds. Et le ravitaillement à la pompe Japy, où nous suivons les conseils prodigués lors du briefing. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, donnez-leur un coup de main, et en se mettant à deux sur le pompage, ça va vite. Hein. Donnant l'exemple, le directeur des vols s'emploie lui aussi efficacement. Malheureusement, le manque de carburant va obliger 5 avions à rester cloués au sol. Pour nous, c'est un nouveau décollage, direction Zagora. Rapidement, nous arrivons sur les premiers contreforts de l'Atlas, où nous longeons les crêtes escarpées. 2h30 plus tard, nous arrivons au terme de notre étape pour un atterrissage inédit sur ce lieu. À peine arrivé depuis 20 minutes, et contrairement à la météo prévue ce matin... Le plus mauvais, c'est ici en fait. D'accord. C'est le départ. Après, ça devrait aller en s'améliorant, à la fois à Tantan et aussi sur Zagora. Un énorme nuage arrive dans notre direction. Très vite, il est complètement sur nous. Surpris par sa vitesse, nous nous précipitons pour protéger les avions et rentrer prestement dans l'aérogare où les autochtones nous déclarent n'avoir jamais vu pareil événement. Soudain, la tempête de sable se transforme en tempête de grêle, soutenue par des rafales de vent allant jusqu'à 130 km/h. Tous à l'abri, nous pensons aux 5 autres avions encore en vol. Lorsque Jacques et Daniel s'aperçoivent qu'avec la force du vent,
leur TB20 est en train de bouger. Eh ben, l'avion, on n'avait pas prévu qu'il y ait cette tempête, donc on avait juste tenu avec des cales. Et puis quand la bourrasque est arrivée, l'avion n'était plus tenu. Il s'est mis au vent, donc il commençait à reculer. Et avec cette personne, on l'a retenu. Moi, j'ai arraché la bâche pour pas qu'elle fasse voile, parce qu'elle tirait l'avion. Il y a un avion qui arrive là. Et pour pas que l'avion recule pour aller chez les Suisses. Et puis on a attendu que ça se passe, on avait des grêlons plein les yeux, et puis voilà, tout le monde s'est accroché, et on était tout petit. Voilà. Finalement, tout se termine bien, sans casse, à part quelques tôles couchées, et tout le monde finit par toucher le sol. L'arrivée du dernier concurrent, accueilli en héros par les autres participants. Et Daniel Vacher qui les a attendus jusqu'au bout, qui, une fois posé, nous livre ses impressions. Sous des orages, sous des cunams, sous des conditions qu'on souhaite rencontrer une fois dans sa vie, mais pas plus. Hein. Tout le monde est là. Content que tout le monde soit là. Ouais. Très heureux. Zagora se réveille sous le soleil ce matin. L'événement météo d'hier semble loin. Pourtant, les stigmates du déluge de la soirée sont encore présents à notre départ de l'hôtel. Il a plu hier soir. Même constat lorsque nous arrivons à l'aéroport de Zagora. Le sable recouvre le tarmac, les tôles sont toujours à terre et l'épisode d'hier encore dans les pensées. Moi, je crois que le manche me restait dans les mains. Là. Pour tous, au lendemain de cette tempête, la vigilance sur les points de contrôle de sécurité est redoublée. On fait la vérification, comme il y a eu plein de sable hier partout, on a vérifié qu'il n'y ait pas de problème. Il faut juste un peu nettoyer, tout enlever, la flotte sur les trucs et puis voilà. Les vérifications terminées, c'est le moment du briefing. S'il vous plaît. Zagora, Ouarzazate. Nous décollons vers 10h15 pour l'étape la plus courte, 60 nautiques, environ 120 km. Le rallye n'étant pas au complet, les avions bloqués hier nous retrouvant à l'arrivée, il n'y aura pas d'épreuve. Nous resterons donc 4e au terme de l'étape. Nous en profitons pour, après un survol du désert, effectuer un vol en patrouille avec l'équipage BAP et nos amis légendaires Action Santé, au-dessus de la vallée du Drap. C'est un moment fascinant, inoubliable. Break au-dessus de la vallée, pour nous séparer, nous sommes à la verticale des lacs de Ouarzazate. Ouarzazate que nous atteignons à 11h, où nous retrouvons les avions concurrents bloqués hier à Tantan. Immédiatement, nous nous rangeons derrière les autres avions pour effectuer le plein du carburant. Le survol de ces magnifiques décors, ayant servi de support à de nombreux films, nous donne des velléités d'acteurs hollywoodiens. Retour aux choses sérieuses, le rangement de l'avion sur le parking, pour la fin de la journée en ce qui concerne le rallye. Car nous profitons de la latitude donnée par le peu d'heures de vol aujourd'hui pour aller flâner dans la Casbah de Ouarzazate.
On doit parler en fait de multiples casbahs. Celle de Taourirt est une des plus belles constructions architecturales de la ville. Cette casbah aurait été fondée dès le XVIIe siècle avant d'être remaniée par les seigneurs de l'Atlas, la tribu des Glaouis, en 1882. À l'intérieur de la vieille casbah, une surprise nous attend. Un vol de cigogne. Image vivante d'un tableau bucolique sur fond de ciel bleu. Contraste saisissant avec le ciel d'hier. Mais qui s'en plaindra? Conditions météo optimales au départ de la 7e étape ce matin à Ouarzazate. Le rallye est parti depuis maintenant presque une semaine et tout le monde a trouvé le rythme. Celui du briefing et son appel quotidien. Ok, on fait l'appel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12. Enfin, presque tout le monde. 14. La mission, aujourd'hui, c'est rejoindre 16 via Erachidia. Celui du tracé de route, en commun. Mais en fait, c'est dans la vallée, d'un autre côté. Ou bien seul. Oui, et puis on dessine sur la carte les points de report, mais elle est très bien la carte Michelin. Malheureusement, quelques ennuis mécaniques viennent perturber la mise en place. Certains sans conséquence, comme le problème de goupille sur le train avant du TB20 de nos amis varois. D'autres, plus embarrassants, c'est le cas pour l'équipage, l'envol du Petit Prince. Oui, elle a un problème d'alternateur, donc on va faire démarrer l'avion sur une batterie de secours. Mais tout cela est remis en place d'une main de maître par Hans le mécano et tous les avions peuvent s'aligner dans l'ordre des départs pour un décollage à 9h50 pour Fès via Air Rachidia où nous attend l'épreuve du jour. Air Rachidia, c'est un angle, trouver la valeur angulaire de deux droites posées au sol, évidemment, de deux signes posés au sol. Nous laissons derrière nous Ouarzazate pour survoler ces lacs à basse altitude. Puis suivons la vallée où, sur les bords de l'Oued, la végétation prend vie. Le paysage avec ses massifs ocre est à couper le souffle. Bientôt arrivent sous nos ailes les premières cultures d'Air Rachidia, puis la ville avec son aéroport et son épreuve. Il est 10h50 quand nous roulons sur la piste de cette étape de ravitaillement. À peine posée et de vives discussions s'engagent près des bandes à propos de la valeur de l'angle et visiblement nous ne sommes pas satisfaits de notre résultat. Dans les choux. Vous avez mis combien? Une grosse connerie. Le temps de remplir les réservoirs et nous reprenons les airs, direction Fès, 120 nautiques plus au nord, 220 km environ. Sous nos ailes défile le Moyen Atlas. À l'approche de l'arrivée, la végétation commence à s'accrocher sur les versants, témoin de notre remontée vers des contrées moins arides. À 13h30, nous arrivons au terme d'une étape qui, finalement, n'a pas été aussi désastreuse que nous le pensions, puisque nous reprenons même un peu de terrain sur les équipages nous précédents. Toujours 4e, mais avec seulement 1 et 2 points de retard sur, respectivement, le 3e et le 2e. En attendant mieux, un gigantesque Michoui nous attend. Le principal partenaire de l'équipage, l'Écorce, nous accueille dans sa brasserie. Ambiance garantie. On s'est régalé, putain. On s'est fait un radada. Au-dessus du lac, je l'ai vu. Au-dessus du lac, tu l'as vu? Dernier jour au Maroc, au départ de Fès ce matin, où, inconvénient d'un grand aéroport, le passage à la douane, avec formalités multiples à remplir, est long avant de pouvoir fouler le bitume du tarmac. À 2 jours de l'arrivée, rien n'est joué pour le classement final et nous restons optimistes
pour la suite de l'épreuve. Le premier a une quarantaine de points d'avance, mais le deuxième, le troisième et le quatrième, nous, on est en 2 points. Donc vraiment, tout est jouable. Là, tout est jouable, dans les deux sens d'ailleurs. Hein, on va voir en fonction de ce qu'on nous réserve pour aujourd'hui. Mais au fait, qu'est-ce qui nous attend? C'est un survol maritime relativement long. Et puis après, c'est le retour sur les côtes espagnoles, Almeria et jusqu'à Murcia pour la première étape. Et la deuxième partie, c'est Castellón. Aujourd'hui, 4 photos sur le trajet, sur le premier tronçon. Un atterrissage de précision à Castellón. Ce qui a l'air de soucier l'équipage numéro 5 Saint-Maurice, le leader actuel. C'est pas mal d'exercices, donc je pense que le classement va pas mal évoluer aujourd'hui, certainement. Autre difficulté du jour, la longueur des trajets, 480 nautiques, 890 km. Et le décalage horaire de 2 heures. Ainsi, lorsque nous décollons à 10h15 de Fès, il est déjà 12h15 en Espagne. Quelques instants plus tard, nous arrivons en vue de la Méditerranée, que nous allons survoler pendant 100 nautiques, pratiquement 185 km. Survol durant lequel il ne se passe rien, et où la seule préoccupation est de voler suffisamment haut, 9500 pieds, environ 2850 mètres, pour se sentir le plus en sécurité possible. Retour en Europe, à Cabo de Gata, situé légèrement au nord d'Almeria, où nous sommes à la recherche des photos à identifier sur le parcours. Nous en localiserons finalement 2 sur les 4, dont ce lieu. Enfin, après 3h35 de vol, nous arrivons à Murcia pour un atterrissage au ras des habitations. Une fois au sol, il nous faut aller déposer le plan de vol, ce qui ne fut pas chose aisée, le logiciel de l'ordinateur étant en espagnol. Bernard, ça va? Non. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on va passer 3 quarts d'heure à pouvoir voir la place et on va rien y comprendre parce que c'est tout le temps en français sur l'ordinateur. Finalement, l'entraide entre équipages a eu raison de ce petit aléa qui a suffisamment retardé certains d'entre nous pour ne pas réussir à faire le plein. Et ceci afin d'être sûr de pouvoir rallier Castellón avant la nuit aéronautique fixée à 18h30. C'est donc avec juste le carburant nécessaire que nous reprenons le cours du trajet le long de cette côte espagnole complètement urbanisée. Pour 1h30 plus tard, arriver à Castellón de la Plana pour un atterrissage de précision. Explication. Le point d'impact idéal, c'est cette zone hachurée. Et ensuite, tous les 5 mètres, il y a une bande blanche. Ce sont les normes les règlements internationaux de compétition de précision d'atterrissage. Et on regarde où les gens touchent le sol. S'il y a un rebond, évidemment, on prend le plus défavorable, l'endroit où les roues sont le plus loin de la ligne centrale. Et ensuite, évidemment, il y a des pénalités en fonction de la zone d'atterrissage par rapport à la bande blanche. L'instant fatidique. Après la galinette loupée du trajet aller, plus de droit à l'erreur. Nous nous posons sur la cible, pas de pénalité, nous gardons nos chances pour la victoire. 20 mètres après, 20 points de pénalité, on peut encore espérer. 10 mètres avant, 50 points de pénalité. Il faudra un miracle pour l'emporter. Verdict ? Nous touchons avant la cible. C'est une grande déception, mais ne connaissant pas les performances des autres concurrents, nous pouvons toujours espérer. Aussi, quand le soleil se couche, sur l'aérodrome de Castellón, nous sommes impatients de connaître les résultats qui seront donnés au cours de la soirée Paella organisée par le président du club d'aviation local. Bon, avant de donner la parole à notre ami José Ignace Valente, grâce à qui nous sommes ici ce soir, parce que c'est lui qui organise tout, je vous donne le classement général. Oui. Donc, premier, équipage numéro 14, vol de jour. 333 points. 333. Deuxième, équipage numéro 15, les Auvergnats. 404 points. Troisième, l'équipage numéro 1, les ailes du désert. 436
Même si la première place paraît dure à conquérir, nous remontons sur le podium, en espérant demain une journée riche en épreuves. Dernier jour du rallye, retour au bercail. C'est le branle-bas de combat ce matin sur le terrain de Castellone. De fortes rafales de vent prévues en Méditerranée perturbent le départ. Au téléphone avec l'ingénieur météo à Toulouse, les organisateurs tentent de trouver une solution. Toi, en résumé, tu préconises donc de partir comme on l'a prévu vers Saragosse, là, et ensuite, alors plutôt que d'aller jusqu'à Biarritz où il fait en tout cas mauvais pour le moment, mais peut-être meilleur dans le temps, de filer avant d'arriver à Biarritz, dès qu'on peut, c'est passer au-dessus côté Tarbes-Pau là. Pendant ce temps, dans la bonne humeur, nous plaçons les avions pour effectuer le plein. Toi qui voulais voyager, te voilà éparpillé. Ce qui n'empêche pas le petit pincement au cœur que nous ressentons à l'entame de cette dernière journée. Oui, c'est le dernier jour et toujours avec un petit peu d'émotion, on va rentrer chez nous. Heureux de rentrer chez nous d'abord, mais quand même triste de se dire que c'est la fin. Et on a passé une semaine formidable avec les 50 autres participants. Les conditions météo rendent compliqué le choix du trajet, mais perturbent aussi la mise en place d'une épreuve comme la galinette, susceptible de bouleverser le classement général. Quoi qu'il en soit, je pense que les épreuves vont malheureusement être pour la plupart annulées. Finalement, la décision est prise d'éviter de passer par la Méditerranée et de prendre la direction des Pyrénées à travers les terres espagnoles. Le directeur de course et son commissaire partent 1 heure avant le rallye pour juger des conditions météo. Si celles-ci sont correctes, ils se mettront à la recherche d'un terrain disponible susceptible d'accueillir la galinette. C'est donc en véritable pionnier qu'ils passent par-dessus les hauts sommets enneigés des Pyrénées. Arrivés côté français, ils se mettent en quête d'un aérodrome. Première tentative à Castelnau-Magnoac. Averti par le président du club local que le terrain est indisponible pour cause de lâcher de parachutistes, ils se rabattent alors sur l'aérodrome de Saint-Gaudens. Sans toutefois plus de réussite, celui-ci étant occupé par un meeting de planeurs. Plus le temps de chercher, il faut annuler l'épreuve et rentrer à Lasborn avant les participants. En ce qui nous concerne, il est 15 h quand nous touchons le sol français. Le 29e rallye s'achève. Nous sommes 3e de cette édition et bien que déçus de ne pas avoir pu jouer nos chances jusqu'au bout, cette place sur la dernière marche du podium est une satisfaction. On n'est pas premier parce qu'il n'y a pas eu d'épreuve. Il n'y a pas eu d'épreuve, celle qu'on voulait tant, on l'a pas eu. Et quand arrive sur le dernier parking du rallye, les vainqueurs 2011, une seule chose nous vient à l'esprit. On va déjà penser à 2012, ça sera le 30e et je pense qu'on va essayer d'y participer parce que c'est tellement riche en émotions, tellement riche en amitié ce rallye qu'on a toujours du mal à ne pas y revenir. Premier au classement général du rallye Toulouse-Saint-Louis 2011, l'équipage numéro 14, vol de jour. Bravo. L'équipage
Deuxième au classement général, équipage numéro 05, Saint-Maurice. Bravo. Wow. Troisième, c'est les ailes du désert, l'équipage numéro 01. Bravo. On est un peu nombreux. Bien. Bravo. Merci. Et Thierry Chepin, c'est ce que bah oui, oui, oui. Il y a eu nos aventures aujourd'hui.